Allô? Oui? Oui. Tu me dis juste que tu veux que je fasse comme changement, dès ce soir, je t'envoie les changements, ou demain matin ou plus tard. Ouais? Oui? Donc je rajoute la nouvelle séquence qu'on a gardée avec Catherine, qui s'appelle Mémoire du 5, je la mets en plus. Oui, voilà. Exactement, voilà. Voilà, c'est ça, oui. Écoute, au plus tard, demain matin, tu l'auras sans problème. Je suis un peu fatigué, là. Je vois très bien, Le truc ça va à très l'aide, bien. hein. C'est bon. J'ai l'impression d'avoir moins la pêche que ce matin, non, dans mon débit, non Bah, c'est pour ça que j'ai pris l'espadon hier soir. Je savais qu'on allait faire Hemingway demain. Oui, c'est pas dans ta pris. À la closerie, j'ai pris l'espadon. Ah, que t'as pris à manger, Hemingway. Ah ouais. Qui est le petit. Blanc des blancs, là. Tu fais tourner? Ah ouais, tout Ouais. Quand tu es prêt. Pas de problème. Et Stéphane, après tu vas quand tu veux, à ton rythme. D'accord. C'est bon? À ton rythme. Voilà, donc l'analyse du sadisme par Proust, qui suit l'épisode du talus de Montjouvin, où la fille de Vinteuil organise une petite séance homosexuelle donc, avec son ami Lieu, donc homosexuel de Zelle, une petite séance lesbienne et de profanation de la photographie de son père, Monsieur Vinteuil, qui vient de mourir. Monsieur Vinteuil, qui vient de mourir, c'est le professeur de piano, et qui est l'auteur de la fameuse sonate de Vinteuil, que Proust analyse dans La Recherche. Certes, dans les habitudes de mademoiselle Vinteuil, l'apparence du mal était si entière qu'on aurait eu de la peine à la rencontrer réalisée à ce degré de perfection ailleurs que chez une sadique. C'est à la lumière de la rampe des théâtres du boulevard, plutôt que sous la lampe d'une maison de campagne véritable, qu'on peut voir une fille faire cracher une amie sur le portrait d'un père qui n'a vécu que pour elle. Et il n'y a guère que le sadisme qui donne un fondement dans la vie à l'esthétique du mélodrame. Ce que Proust est en train d'exprimer ici, c'est que le sadisme ritualisé, le vice théâtralisé, n'est pas le véritable vice et, d'une certaine manière, est une sorte de reflet en miroir de la vertu. Il y a une correspondance entre le vice et la vertu, telle qu'il s'organise théâtralement, de part et d'autre, du jugement social. Pour Proust, il n'y a pas de véritable subversion dans ce rituel-là, pas plus qu'il n'y a de véritable sainteté dans la vertu commune, des bonnes manières. Et ce qu'il va montrer aussi, c'est que d'une certaine manière, le sadisme de la fille de Vinteuil est une manière de rejouer en elle-même, de faire rejouer en elle-même la vertu de son père et la manière dont durant sa vie, son père s'était dévoué à sa fille, à Mademoiselle Vinteuil donc, et donc il y a une manière pour Mademoiselle Vinteuil de rejouer cette dévotion-là, mais en l'inversant. C'est le principe même de l'inversion, mais c'est une inversion dans laquelle la vertu continue de se faire sentir, à l'intérieur même du vice. Dans la réalité, en dehors des cas de sadisme, une fille aurait peut-être des manquements aussi cruels que ceux de Mademoiselle Vinteuil,
envers la mémoire et les volontés de son père mort, mais elle ne les résumerait pas expressément en un acte d'un symbolisme aussi rudimentaire et aussi naïf. Ce que sa conduite aurait de criminel serait plus voilé aux yeux des autres, et même à ses yeux à elle qui ferait le mal sans se l'avouer. Mais, au-delà de l'apparence, dans le cœur de mademoiselle Vinteuil, le mal, au début du moins, ne fut sans doute pas sans mélange. Une sadique comme elle est l'artiste du mal, ce qu'une créature entièrement mauvaise ne pourrait être, car le mal ne lui serait pas extérieur, il lui semblerait tout naturel, ne se distinguerait même pas d'elle, et la vertu, la mémoire des morts, la tendresse filiale, comme elle n'en aurait pas le culte, elle ne trouverait pas un plaisir sacrilège à les profaner. Les sadiques de l'espèce de mademoiselle Vinteuil sont des êtres si purement sentimentaux, si naturellement vertueux, que même le plaisir sensuel leur paraît quelque chose de mauvais, le privilège des méchants. Et quand ils se concèdent à eux-mêmes de s'y livrer un moment, c'est dans la peau des méchants qu'ils tâchent d'entrer et de faire entrer leurs complices, de façon à avoir eu un moment l'illusion de s'être évadés de leur âme scrupuleuse et tendre dans le monde inhumain du plaisir. Et je comprenais combien elle l'eût désiré en voyant combien il lui était impossible d'y réussir. Au moment où elle se voulait si différente de son père, ce qu'elle me rappelait, c'était les façons de penser, de dire, du vieux professeur de piano. Bien plus que sa photographie, ce qu'elle profanait, ce qu'elle faisait servir à ses plaisirs, mais qui restait entre eux et elle et l'empêchait de les goûter directement, c'était la ressemblance de son visage, les yeux bleus de sa mère à lui, qui lui avait transmis comme un bijou de famille, ces gestes d'amabilité qui interposaient entre le vice de mademoiselle Vinteuil et elle une phraséologie, une mentalité qui n'était pas faite pour lui et l'empêchait de le connaître comme quelque chose de très différent des nombreux devoirs de politesse auxquels elle se consacrait d'habitude. Ce n'est pas le mal qui lui donnait l'idée du plaisir qui lui semblait agréable, c'est le plaisir qui lui semblait malin. Et comme chaque fois qu'elle s'y adonnait, il s'accompagnait pour elle de ces pensées mauvaises qui le reste du temps étaient absentes de son âme vertueuse, elle finissait par trouver au plaisir quelque chose de diabolique, par l'identifier au mal. On voit bien là comment il était en train de décrire tout le fonctionnement de l'inversion. C'est-à-dire l'inversion parfaite du bien en mal, du mal en bien, et la manière dont le mal participe du bien. Peut-être mademoiselle Vinteuil sentait-elle que son amie n'était pas foncièrement mauvaise, et qu'elle n'était pas sincère au moment où elle lui tenait ses propos blasphématoires. Du moins avait-elle le plaisir d'embrasser sur son visage des sourires, des regards, fins peut-être, mais analogues dans leur expression vicieuse et basse à ceux qu'aurait eu non un être de bonté et de souffrance, mais un être de cruauté et de plaisir. Elle pouvait s'imaginer un instant qu'elle jouait vraiment les jeux qu'eût joués avec une complice aussi dénaturée, une fille qui aurait ressenti en effet ses sentiments barbares à l'égard de la mémoire de son père. Peut-être n'eût-elle pas pensé que le mal fût un état si rare, si extraordinaire, si dépaysant, où il était si reposant d'émigrer, si elle avait su discerner en elle, comme en tout le monde, cette indifférence aux souffrances qu'on cause et qui, quelques autres noms qu'on lui donne, est la forme terrible et permanente de la cruauté. Voilà. Maintenant, tu veux que je te lise le... C'est bien une petite bougie là qui fait... Ouais, ouais. Ben là, j'ai fait des gros plans sur les mains et sur le livre, ça, à mon avis, ça va être... Ah oui. Ça va être pas trop mal, là. Le hamburger, les frites. Pizza. Pizza. Ça tourne. Ah, j'ai vu. Oui, je crois que je... Voilà. Allez, un extrait parce que c'est très long. C'est la phrase la plus longue de la recherche, elle fait 1500 mots. À la page 19. Encore moins facile de... Il faut prendre des petits bouts de phrases comme ça qui vont illustrer des choses que j'ai dites auparavant. Donc tu vas avoir du boulot. Oui, je sais, mais ça va me permettre de connaître un peu mieux Proust. C'est un peu pour ça que je fais ça aussi. Voilà, donc je vais lire la fin.
Pour moi aussi. C'est quand tu veux, Stéphane. Donc nous sommes dans la plus longue phrase de la recherche. Il se trouve que c'est une phrase qui fait 1500 mots, paraît-il, qui est une des phrases d'introduction de Sodome et Gomorrhe, de cette sorte de prologue à Sodome et Gomorrhe, que Proust a intitulé « Première apparition des hommes-femmes, descendants de ceux des habitants de Sodome qui furent épargnés par le feu du ciel », et où il raconte la première rencontre et le coup de foudre du baron Charlus et de Jupien. Et alors Proust commence par une comparaison entre les Israélites et les invertis, et pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus subtil, qui est que serait simplement la comparaison de deux minorités persécutées ou mal vues, qui est l'idée que finalement toute la société s'organise, comme je l'ai dit, transversalement en une homosexualité de principe, si ce n'est de réalité. Cette société formant une franc-maçonnerie, donc je prends la phrase de 1500 mots au vol, hein, je ne vais pas la dire en entier, cette société donc, cette race comme dit Proust entre guillemets, formant une franc-maçonnerie bien plus étendue, plus efficace et moins soupçonnée que celle des loges, car elle repose sur une identité de goût, de besoin, d'habitude, de danger, d'apprentissage, de savoir, de trafic, de glossaire, et dans laquelle les membres mêmes qui souhaitent de ne pas se connaître aussitôt se reconnaissent à des signes naturels ou de convention, involontaires ou voulus, qui signalent un de ses semblables au mendiant dans le grand seigneur, à qui il ferme la portière de sa voiture, au père dans le fiancé de sa fille, à celui qui avait voulu se guérir, se confesser, qui avait à se défendre, dans le médecin, dans le prêtre, dans l'avocat qu'il est allé trouver, tous obligés à protéger leur secret, mais ayant leur part d'un secret des autres que le reste de l'humanité ne soupçonne pas, et qui fait qu'à eux les romans d'aventure les plus invraisemblables semblent vrais. Car dans cette vie romanesque, anachronique, l'ambassadeur est ami du forçat, le prince avec une certaine liberté d'allure que donne l'éducation aristocratique et qu'un petit bourgeois tremblant n'aurait pas, en sortant de chez la duchesse, s'en va conférer avec l'apache, partie éprouvée de la collectivité humaine, mais partie importante, soupçonnée là où elle n'est pas, étalée, insolente, impunie là où elle n'est pas devinée, comptant des adhérents partout, dans le peuple, dans l'armée, dans le temple, au bagne, sur le trône, vivant enfin, du moins un grand nombre, dans l'intimité caressante et dangereuse avec les hommes de l'autre race, les hétérosexuels, les provoquant, jouant avec eux à parler de son vice comme s'il n'était pas sien, jeu qui est rendu facile par l'aveuglement ou la fausseté des autres, jeu qui peut se prolonger des années jusqu'au jour du scandale où ses dompteurs sont dévorés, jusque-là obligés de cacher leur vie, de détourner leur regard d'où ils voudraient se fixer, de les fixer sur ce dont ils voudraient se détourner, de changer le genre de bien des adjectifs dans le vocabulaire, contrainte sociale légère auprès de la contrainte intérieure que leur vice, ou ce qu'on nomme improprement ainsi, leur impose, non plus à l'égard des autres, mais d'eux-mêmes, et de façon qu'à eux-mêmes ils ne leur paraissent pas un vice. Mais certains, plus pratiques, plus pressés, qui n'ont pas le temps d'aller faire leur marché et de renoncer à la simplification de la vie et à ce gain de temps qui peut résulter de la coopération, se sont fait deux sociétés dont la seconde est composée exclusivement d'êtres pareils à eux. Voilà. Voilà.
J'ai lu le passage. Ah oui, une société à la fois secrète et efficace rend suicideux. Et j'ai appris, tu vois, il y a des. C'est-à-dire Ouais. sur la vieillesse. C'est pas mal ça. Balle de tête, alors c'est la fin. Ouais, ça serait pas mal ça si tu peux, je sais pas, pour terminer. Mais si tu veux lire Sexe de Proust, bien sûr. Hein. Non, 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 mais t'as raison, c'est pas plus bête. Tu me fais voir le cendrier, s'il te plaît. Oui, une cendre dedans. Dans celle-là. C'est moi qui ai un Ah, là, il y a une comparaison, c'est la fin de la recherche quand il compare son livre à une cathédrale. Bon, Ouais. j'ai oublié de le lire tout à l'heure. Voilà. On laisse tomber, je vais pas lire maintenant. Hein. Non. Faut que... Voilà, comme ça c'est bien. Tout à l'heure, comme tout à l'heure, j'essayais de revoir le son, donc j'étais concentré sur le bar rap là, et puis le stand-by, le cerveau. C'est bon? Bien. C'est bon, vous me dites, hein? Stéphane, c'est quand tu veux. Donc, maintenant, c'est un passage du temps retrouvé, donc vers la fin de la recherche, dans laquelle Proust montre comment la guerre, comme je disais tout à l'heure, comme un coup de pied donné dans la fourmilière du vivarium de l'aristocratie et de la mondanité, plus exactement, a bouleversé toutes les données. Détendus ou brisés, les ressorts de la machine refoulante ne fonctionnaient plus. 1000 corps étrangers y pénétraient, lui ôtaient toute homogénéité, toute tenue, toute couleur. Le faubourg Saint-Germain, comme une douairière gâteuse, ne répondait que par des sourires timides à des domestiques insolents qui envahissaient ses salons, buvaient son orangeade et lui présentaient leur maîtresse. Encore la sensation du temps écoulé et d'une petite partie disparue de mon passé m'était-elle donnée moins vivement par la destruction de cet ensemble cohérent, qu'avait été le salon Guermantes, que par l'anéantissement même de la connaissance des 1000 raisons, des 1000 nuances, qui faisaient que tel qui s'y trouvait encore maintenant y était tout naturellement indiqué et à sa place, tandis que tel autre qui l'y coudoyait y présentait une nouveauté suspecte. Cette ignorance n'était pas que du monde, mais de la politique, de tout, car la mémoire durait moins que la vie chez les individus, et d'ailleurs de très jeunes qui n'avaient jamais eu les souvenirs abolis chez les autres, faisant maintenant une partie du monde, et très légitimement, même au sens nobiliaire, les débuts étant oubliés ou ignorés, il prenait les gens au point d'élévation ou de chute où ils se trouvaient, croyant qu'il en avait toujours été ainsi, que Madame Swann et la princesse de Guermantes et Bloch avaient toujours eu la plus grande situation, que Clémenceau et Viviani avaient toujours été conservateurs. Des ministres tarés et d'anciennes filles publiques étaient tenus pour des parangons de vertu. Bloch. Là, excuse-moi, je lis un autre fragment avant. Mais précisément, c'est que la société d'alors, de même que les visages aujourd'hui modifiés et les cheveux blonds remplacés par des cheveux blancs, n'existait plus que dans la mémoire d'êtres dont le nombre diminuait tous les jours. Bloch, pendant la guerre, avait cessé de sortir, entre guillemets, de fréquenter ces anciens milieux d'autrefois où il faisait piètre figure. En revanche, il n'avait cessé de publier de ces ouvrages dont je m'efforçais aujourd'hui, pour ne pas être entravé par elles, de détruire l'absurde sophistique, ouvrage sans originalité mais qui donnait aux jeunes gens et à beaucoup de femmes du monde l'impression d'une hauteur intellectuelle peu commune, d'une sorte de génie. Ce fut donc après une scission complète entre son ancienne mondanité et la nouvelle que, dans une société reconstituée, il avait fait, pour une phase nouvelle de sa vie, honorée, glorieuse, une apparition de grand homme. Les jeunes gens ignoraient naturellement qu'il fit à cet âge-là des débuts dans la société, d'autant que le peu de noms qu'il avait retenu dans la fréquentation de Saint-Loup lui permettait de donner à son prestige actuel une sorte de recul indéfini. En tout cas, il paraissait un de ces hommes de talent qui à toute époque ont fleuri dans le grand monde,
et on ne pensait pas qu'il eût jamais vécu ailleurs. Allez, dernier paragraphe. D'accord. Les anciens assuraient que dans le monde, tout était changé, qu'on y recevait des gens que jamais de leur temps on n'aurait reçus, et, comme on dit, c'était vrai, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai parce qu'ils ne se rendaient pas compte de la courbe du temps qui faisait que ceux d'aujourd'hui voyaient ces gens nouveaux à leur point d'arrivée, tandis qu'eux se les rappelaient à leur point de départ. Et quand eux, les anciens, étaient entrés dans le monde, il y avait là des gens arrivés dont d'autres se rappelaient le départ. Une génération suffit pour que s'y ramène le changement qui en des siècles s'est fait pour le non-bourgeois d'un Colbert devenu non-noble, et d'autre part, cela pourrait être vrai, car si les personnes changent de situation, les idées et les coutumes les plus indéracinables, de même que les fortunes et les alliances de pays et les haines de pays, changent aussi, parmi lesquelles même celle de ne recevoir que des gens chics. Non seulement le snobisme change de forme, mais il pourrait disparaître comme la guerre même, les radicaux, les juifs être reçus au jockey. Voilà. Ça te rend. C'est bon, j'y vais? D'accord. Donc nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2006, et c'est l'anniversaire de Proust qui est né le 10 juillet 1871. Et il se trouve que nous sommes au Ritz, dans le bar Hemingway du Ritz. Bon, il n'y a pas de bar Proust au Ritz, mais comme il se trouve que j'évoque Hemingway au début du Sexe de Proust, en citant cette formule d'Hemingway qui dit « Vous savez tous ce que c'est qu'un classique? C'est un livre dont tout le monde parle et que personne n'a lu. » Je dis c'est précisément une formule qui s'applique à Proust. Proust est le grand classique de notre temps, c'est-à-dire tout le monde en parle et personne ne le lit. Donc voilà, c'était pour faire un petit rapprochement avec Hemingway. Et donc voilà, c'est symbolique, on est au Ritz. Le Ritz, Proust l'a beaucoup fréquenté. Il a fait un premier dîner en 1907 pour remercier Gaston Calmette, directeur du Figaro, d'avoir passé un de ses articles qui était une critique très favorable, donc évidemment d'un recueil de poèmes de Anna de Noailles qui s'appelait Éblouissement. Proust avait fait un texte dithyrambique et ironique à la fois, comme il savait le faire. Et c'était paru dans le Figaro littéraire après quelques démarches. Et donc,
son immense générosité, Proust avait décidé d'organiser un dîner au Ritz, où il avait invité Calmette, Anna de Noailles et quelques amis. Ensuite, il a fréquenté assez assidûment le Ritz à partir de la Première Guerre mondiale, en partie parce que la princesse Souzo, femme de Paul Morand, vivait ici. Elle avait une suite, un appartement au Ritz. Et donc il venait la voir souvent. Et le mieux, c'est de lire ce que dit Painter à propos de la manière dont Proust s'est incorporé le Ritz. Il y venait si souvent, à partir d'une certaine époque, qu'on l'a surnommé le Proust du Ritz. C'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant parce que l'analyse de Painter est assez intéressante. Comme on le sait, Painter, c'est le grand biographe de Proust. Et c'est quelqu'un qui a cet avantage sur la grande majorité des Proustiens, c'est qu'il aime Proust. Alors que la plupart des Proustiens, sinon tous, c'est vrai de la plupart des spécialistes d'un écrivain en général, haïssent leur sujet. Pour des raisons qui seraient un petit peu long d'expliciter ici. Mais en général, les Proustiens sont plus des personnages sortis de la recherche que de véritables amants de Proust. Painter, c'est son cas, c'était un grand connaisseur de Proust, et surtout, on sent qu'il a une sympathie spontanée pour le génie de Proust. Voilà ce que dit Painter, donc. Le Grand Hôtel, le Ritz, donc, où nous sommes aujourd'hui, devint son second domicile, un substitut des palaces de Cabourg, de Venise et d'Évian, qu'il ne devait plus revoir, et des salons du faubourg dispersés par la guerre, dont les survivants dînaient maintenant en étrange compagnie autour de lui. Ritz, il retrouva les mouvements et les énigmes de ce microcosme, le confort et la sécurité de la vie familiale. Il pouvait satisfaire son éternel besoin de rendre service et de témoigner sa reconnaissance. Il écrivait dans sa chambre de Liège, mais il venait vivre au Ritz. Et Proust déclara « On n'est pas bousculé et j'y ai mes habitudes ». Alors, je vais parler de l'immense générosité de Proust. Il avait une habitude, il donnait des pourboires démentiels. Il avait avec l'argent un rapport qui est un rapport de penseur, finalement, à savoir qu'il n'aimait pas l'argent. Il a écrit, il a dit « j'ai pour l'or et pour le vil métal le plus profond dédain ». Il était très riche, comme on sait. Et n'aimant pas l'argent, et considérant finalement que l'argent était plus un servage qu'un serviteur, et qu'on est toujours un petit peu esclave de son argent, il le dilapidait. Il y avait une sorte comme ça de potlatch naturel chez lui, qui rendait au monde ce que le monde lui donnait par sa puissance à lui de captation de la moindre bribe de réalité. Donc, voilà, et puis c'était aussi un moyen de ne pas se laisser mettre en dette. Donc il donnait des pourboires. Il y a une anecdote très amusante, et je la cite parce qu'elle se passe au Ritz. Un jour, il avait distribué des pourboires à tous les serveurs qu'il avait servis pendant son dîner, et puis il va quitter le Ritz, et puis il y a un dernier serveur qui lui tient à la porte, et il dit « Est-ce que vous pourriez me prêter 50 francs, s'il vous plaît ?» Oui, bien entendu, monsieur pose avec grand plaisir. Il dit « Gardez-les, c'était pour vous. » Et je vous les devrais. Et puis le lendemain, il lui a donné 50 francs que j'avais donné. C'est marrant parce que c'est assez significatif, c'est-à-dire que tout est dans le symbolique. Sa parole vaut de l'or, si tu veux. Et puis il y a le fait que, est-ce que vous avez 50 francs, gardez-les, c'est-à-dire,
Restez dans votre monde et je reste dans le mien, de cette manière. En même temps, mon monde à moi vous gratifie par ma seule parole, vous gratifie d'un immense pourboire. Évidemment, c'était pas, il payait des pourboires, donc il était véritablement généreux, d'une immense générosité même. Alors voilà, ce qui est très important, évidemment, ça c'était pour le côté un peu anecdotique et amusant. Ce qui est très important, c'est que, évidemment, les palaces et le Ritz, donc, c'est pas aussi important dans l'œuvre de Proust que les cathédrales, quoique le grand hôtel de Balbec, évidemment, est d'une grande importance. C'est un endroit où on peut voir fonctionner la scène et la coulisse, où les rapports de hiérarchie entre les êtres sont spontanément exhibés. Les maîtres d'hôtel, les valets sont polis, sont courtois, à la limite de l'obséquiosité. On a une sorte de condensé des coutumes artificielles de politesse et de courtoisie qui sont très différentes, Proust l'explique très bien, de la véritable politesse innée aristocratique dont il a bien perçu qui est celle de Saint-Loup, par exemple, qui est le parangon du véritable aristocrate dans la recherche, qui sont très distinctes, donc cette politesse rétribuée, qui est celle d'un grand hôtel et des serviteurs d'un grand hôtel ou d'un grand restaurant, elle est très distincte de la politesse innée d'un grand aristocrate qui se distingue, enfin qui se différencie des nobles d'empire, par exemple, ou des grands bourgeois, Proust le précise, en ce que, par exemple, il faut toujours naturellement attention à ne pas marquer de différence entre eux-mêmes et leurs inférieurs. Ils n'humilient jamais les petites gens et font comme si leur propre armure de beaux gestes et de belle et de bonne éducation était partagée par la personne qu'ils ont en face d'eux. Il y a comme ça une sorte de propagation spontanée et naturelle de la véritable courtoisie qui à la fois crée des distances entre soi-même et l'autre et en même temps va dans le sens d'une forme de générosité que Proust, qui n'était pas un grand aristocrate, mais qui était d'une politesse que la plupart des gens et de ses contemporains ont jugé exagérée et agaçante, que Proust partageait lui aussi, incarnait lui aussi. Ça, c'est pour l'aspect un peu superficiel de ce qui se passe dans un palace, dans un grand hôtel. Il y a évidemment l'aspect déjà un peu moins superficiel, c'est que dans les coulisses, tout le ballet diplomatique de Sodome et de Gomorrhe se donnait à cœur joie. Tu veux que je fasse une pause, là? C'est bon? Et là, on entre véritablement dans le vif du sujet et dans la pulpe des choses. Alors, il se trouve que il y a aussi quelque chose concernant le Ritz, c'est que Proust donc, a beaucoup fréquenté le Ritz et l'appartement de la princesse Suzo pendant la guerre de 1917. Il y avait aussi l'idée que c'était comme ce palace conservait comme une bouteille sous vide tout un petit monde, tout un microcosme de personnages à observer, à étudier, à l'abri de la guerre. Et en même temps, d'une certaine manière, ça lui permettait de voir comment la guerre venait faire des
des ravages collatéraux, on pourrait dire, ou secondaires, à l'intérieur de ce petit monde du Faubourg Saint-Germain qui, sans ces conflits et sans ces événements-là, serait resté pareil à lui-même pendant des siècles. Peut-être pas pendant des siècles, puisque Proust précisément décrit un monde qui est à l'agonie et qui est en train de s'évaporer dans la poussière, un monde qui s'éteint. Mais il y a quelque chose de la violence de la guerre et la manière dont la grande bourgeoisie et dont les mondains et les gens qui fréquentaient les salons vont réagir aux troubles de la guerre, c'est quelque chose qui va beaucoup l'intéresser. Et à tel point que lors du premier bombardement des Gotha, qui étaient les avions bombardiers allemands de la Première Guerre mondiale, sur Paris, Proust a assisté à ce bombardement, à cette sorte d'apocalypse, puis la terrasse de l'appartement de la princesse Rousseau au Ritz. Et il décrit, dans une lettre qu'il écrit ensuite à Madame Strauss, cette soirée étonnante, et dont on va voir ensuite qu'elle m'a servi, pas cette anecdote, mais enfin l'idée que j'étais au Ritz en train d'assister à la pluie apocalyptique des bombes sur Paris, a développé toute ma théorie dans le sexe de Proust sur l'analogie, le rapport entre l'analogie et l'anagogie, qui sont des références à la théologie catholique que je vais expliciter tout à l'heure. Je vais regarder parce que ça frotte un peu. Je me demande si on peut carrément le descendre comme ça. Ça devrait être mieux. C'est bon ? Oui, ça allait, mais ça commence à frotter un peu parce que dès que tu bouges, ça marche. C'est bon ? C'est bon. Je continue là, ça tourne, c'est bon ? Donc voilà une lettre que Proust, après cette mémorable soirée, première soirée de bombardement des Gotha sur Paris, le 11 octobre 1917, écrit à Madame Strauss. À la fin de la soirée, dit Proust, il y a eu l'alerte d'avion. Je ne vous dirai pas s'ils ont pris la droite ou la gauche de Cassiopée. Je sais seulement que moi, j'ai pris froid, car je me suis mis au balcon et y suis resté plus d'1 heure à voir cette apocalypse admirable où les avions montant et descendant venaient compléter ou défaire les constellations. Quand cela n'aurait fait que faire regarder le ciel, cela aurait déjà été très beau tant il était merveilleux. Ce qui était inouï, c'est que comme dans le tableau de Gréco, où en haut il y a la scène céleste, en bas la scène terrestre, pendant que du balcon on voyait ce sublime plein ciel, en bas l'hôtel Ritz, où tout ceci se passait, avait l'air d'être devenu l'hôtel du libre-échange. Des dames en chemise de nuit ou même en peignoir de bain rôdaient dans le hall, voûtés, en serrant sur leur cœur des colliers de perles. Voilà. C'est comme une fourmilière dans laquelle quelqu'un, un géant, aurait donné un coup de pied, et ça va permettre à Proust d'assister sur le vif à l'irruption des coulisses à même la scène. L'hôtel du libre-échange, il y a une connotation évidemment sexuelle, voire bordélesque ou bordélique. Il indique d'ailleurs dans la recherche qu'il y a à Mainville, c'est sur la route qui conduit vers le petit train de la Raspelière, que conduit le petit train de la Raspelière, je crois. En tout cas, il y a un palace à Mainville qui était un ancien palace qui est devenu un bordel, une maison de passe, une maison de dames, comme il écrit. Voilà, donc il y a quand même un rapport comme ça assez intrigant entre le bordel et le palace. Les deux lieux sont comme dans un plateau coulissant, dans un décor coulissant de certaines scènes de théâtre, les deux lieux sont là encore dans un rapport d'avers et d'envers. On pourrait dire, ce sont les deux faces d'une même médaille, qui est la médaille de la comédie sociale. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire
à propos de ces histoires d'analogie et d'anagogie. Il faut concevoir ces deux choses comme un double mouvement qui fait un petit peu écho au double mouvement dont on a parlé à propos des cathédrales, mouvement d'élévation entre l'extérieur et l'intérieur, mouvement de verticalité. On a vu dans la lettre que j'ai citée qu'il parle bien de ce qui se passe dans le ciel et de ce qui se passe sur terre. Lui, il regarde le ciel, il regarde les avions qui montent dans le ciel, et dans la recherche, les avions sont assez souvent, à plusieurs reprises en tout cas, comparés au procédé de l'écriture et de l'invention en littérature. L'avion qui décolle verticalement, il compare le génie du jeune Bergotte à un avion qui décolle tout à coup verticalement alors qu'on est habitué à un mouvement de transition horizontale d'une voiture, et qui va découvrir des lois nouvelles et découvrir des figures nouvelles de rhétorique, de style, qui étaient inattendues. Il compare donc l'écriture à l'aviation qui est naissante au début du siècle, au début du XXe siècle, qui est un phénomène encore nouveau. Alors, dans la recherche, c'est à la fin de la recherche lorsque Proust se rend dans le bordel de Jupien, où il va observer, c'est l'une des trois grandes révélations concernant l'homosexualité que le narrateur vit dans la recherche, la première étant le talus de Montjouvin, où il voit la fille de Monsieur Vinteuil et son mari organiser un petit rituel sadique devant la photo du père de Monsieur Vinteuil, le pianiste mort. La seconde est dans la cour de l'hôtel de Guermantes, lorsque le narrateur va entendre les ébats amoureux entre Jupien et Charlus. Et la troisième révélation concernant le fonctionnement social de Sodome, c'est dans le bordel de Jupien que Charlus se fait crucifier, enfin se fait infliger ce qu'on appelle la croix des marins, la barre des marins, que Proust écrit la croix des marins. Donc c'est une sorte de crucifixion symbolique, sadique, homosexuelle, et qui va lui apprendre un certain nombre de choses au narrateur. Il y a encore une autre révélation, c'est le rire d'Albertine, qui va trahir d'une certaine manière son lesbianisme, son tribadisme, et qui va en même temps ouvrir sur le monde parfaitement mystérieux des lesbiennes. Mais là, dans le palace bordel, on pourrait dire, où nous sommes donc, puisque nous sommes au Ritz, c'est plutôt Sodome qui se déploie. C'est Sodome qui se déploie. Il y a deux figures en théologie classique qui sont l'analogie et l'anagogie, qui sont deux figures symétriques. L'analogie, c'est ce qui permet, c'est une correspondance élaborée entre le créateur et ses créatures. Par la beauté de la créature, représentée en peinture par exemple, représentée dans l'art, on accède à la beauté de la création.
C'est ce qu'on appelle en théologie l'analogia entis, l'analogie de l'être. Elle est conçue, cette analogie, qui permet donc à l'art sacré de représenter la beauté du divin et la beauté de la création, en représentant la beauté de la nature, en représentant le... Ça frotte, c'est ça? Ça allait jusqu'à maintenant, le son, c'était pas trop... C'était... Non, mais c'est pas en bas que ça frotte, c'est sur la chaise. C'est là? C'est là? Oui, parce que au départ, j'aurais dû bien sorti. Ça doit être... Non, non, mais je pense que j'avais fait, j'avais mis comme ça. Je sais pas, mais ça a dû remonter. C'est pas une impression de micro. Merci. Tu changes d'axe, attends. Moi, je change d'axe. Pas vraiment. En plus, c'est une partie, je trouve, très... Oui. C'est pas ça, c'est que je prépare comment je vais amener l'autre partie. On va comprendre le truc avec les quotas et tout ça. Toi, après, au montage, tu feras les raccourcis que tu veux. Hein, mais... Je trouve que c'est le cœur, en plus, de ton livre, tout ça, donc... C'est bon, ça tourne? Oui. Donc, l'analogie, qui est un concept théologique traditionnel du catholicisme apostolique et romain traditionnel, l'analogia antis, l'analogie de l'être, consiste à donner une idée de la beauté du créateur en manifestant la beauté de la créature. C'est donc le principe même de l'art sacré. Et traditionnellement, un verset du livre de la sagesse, qui est un livre qui appartient aux écrits deutérocanoniques, donc qui n'est pas réellement juif, mais qui n'est pas encore dans le Nouveau Testament. C'est un verset qui est dans un livre qui est dans l'entre-deux Bible, on pourrait dire. Ce verset qui sert à justifier l'analogie et l'analogie de ce qu'on appelle l'analogie de l'être, dit qu'en parlant de la grandeur et de la beauté des créatures, on contemple par analogie leur auteur. Et évidemment, l'analogie ne suffit pas à Proust parce que son dessein à lui est bien plutôt d'une part d'exposer ce que j'appelle l'anal logique, à savoir le mode de fonctionnement langagier, coutumier, les désirs décalés, les libidos diffractés, les amours contrariées et extravagantes de Sodome, qui règne dans la région de Sodome. Il ne s'agit pas pour lui donc de représenter la beauté, mais de déployer avec grâce, non pas la laideur, mais en tout cas les parties honteuses de la société, et qu'avant lui, aucun écrivain n'avait réellement et concrètement exploré. On va voir que les parties honteuses de la société ne signifient pas les parties minoritaires, ne signifient pas les parties marginales. Au contraire, l'une des grandes idées de la recherche, c'est que Sodome, finalement, est l'autre nom du monde. Et que la manière dont s'organise clandestinement, évidemment, toute l'économie de l'homosexualité, telle que Proust l'a décrit dans la recherche, est la manière dont s'organise libidinalement, économiquement, et surtout, principalement, langagièrement, si j'ose dire, le monde, les rapports normaux entre les êtres. L'homosexualité qui est présentée comme anormale est pour Proust la véritable normalité souterraine des rapports entre les êtres. Et c'est pour cela que l'analogie, l'anal logique, qui est la logique du même, qui est la logique de la non-contradiction aristotélicienne, ne lui convient pas. Car la puissance de pénétration du regard proustien est une puissance transversale. Il veut, c'est la même dynamique qu'à propos des cathédrales, il veut dévoiler, il veut montrer d'une part le voile et
ce qui se cache derrière le voile et le fait qu'on ne voit pas ce qui se cache derrière le voile. Ça, c'est la victoire même ou le prodige même de l'écriture de la recherche. Et ce que l'on ne voit pas derrière le voile, et que Proust va merveilleusement étudier, c'est l'anagogie. Ce que j'appelle l'anagogie des anges, dans le sexe de Proust, qui désigne en théologie un mouvement inverse à celui de l'analogie, à savoir le fait, en repérant des éléments épars, de déduire une loi plus générale, une structure plus générale. On retrouve quelque chose qui est de l'ordre de ce que Proust magnifiait dans la cathédrale, à savoir qu'il y a toute une architectonique de la beauté. Eh bien, l'anagogie va lui permettre, d'une certaine manière, de déployer toute l'architectonique, non pas de la laideur, mais du non-dit. Le non-dit étant la réalité souterraine de Sodome. Et cette anagogie, puisqu'elle remonte des faits individuels au cas général, elle part du bas et elle s'élève vers le haut. Elle suit un mouvement donc inverse à celui de l'analogie. Il y a donc un double mouvement. Celui de l'analogie qui part du ciel, qui descend vers la terre et même vers les enfers, où se trouve Charlus dans le bordel de Jupien. Parce que le rapport entre le bordel de Jupien et le rite, c'est que Proust décrit sa visite au bordel de Jupien dans la recherche pendant une attaque de Gotha. Attaque que dans la réalité il a vécu lorsqu'il était au Ritz. Donc le rapport entre le palace et le bordel, c'est celui-là. C'est celui qui est maintenu par l'attaque des bombardiers et le fait que la ville paraît si belle tout à coup, ouverte, prête à se faire éventrer, et avec toutes les coulisses et les rites d'Hadès, les rites infernaux souterrains qui continuent de s'y passer, oui, de s'y tenir. Il faut savoir que l'un des titres, je vais développer un petit peu cette idée du double mouvement du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel, l'un des titres prévus par Proust pour la recherche, c'était le 7e ciel. Et lorsque Proust, c'est dans le temps retrouvé, raconte comment il va à l'hôtel de Jupien et par quel moyen il va observer Charlus en train de se faire, de subir une séance de masochisme, la lune, étroite et recourbée comme un sequin, écrit Proust, semblait mettre le ciel parisien sous le signe oriental du croissant. On a donc immédiatement l'évocation des 1001 nuits, qui sont une des références récurrentes dans la recherche. Et en descendant un petit peu, on va avoir les Gothas qui commencent à bombarder ou qui menacent de bombarder Paris. Si on descend encore un petit peu plus bas d'un point de vue symbolique, on a le Gotha, à savoir toute l'aristocratie européenne, les fameuses duchesses qui étaient avec leur collier de perles, les comtesses avec leur collier de perles qui étaient toutes affolées et qui se répandaient dans le hall du Ritz, comme Proust le raconte à Madame Strauss dans la lettre que j'ai lue. Et encore un peu plus bas, sous terre, aux enfers, le Golgotha masochiste et homosexuel, qui est en train de rejouer Charlus, qui demande qu'on lui applique le supplice des marins, la barre des marins, que Proust va transformer en la croix des marins, pour faire une évocation christique, évidemment.
Donc l'analogie, c'est pour ça que je l'appelle l'analogique, est le fonctionnement et la manière dont fonctionne l'inversion. C'est-à-dire qu'il y a aux enfers quelque chose qui reproduit le tourbillon, l'apocalypse, et l'apocalypse signifie la révélation, comme on le sait en grec, qui se déploie dans le ciel. En revanche, j'ai dit tout à l'heure que le mouvement inverse qui part de la terre et qui monte vers le ciel, c'est le mouvement même de l'écriture, qui est un mouvement résurrectif. On parlera tout à l'heure, enfin je vais montrer à quel point l'écriture chez Proust est aussi un phénomène de résurrection de l'âme et du corps. C'est ce que j'appelle l'anagogie des anges. J'ai dit tout à l'heure que j'ai expliqué que Proust comparait l'écriture de Bergotte, le génie de Bergotte, à un aéroplane qui décollerait, qui prendrait brusquement un mouvement ascendant et vertical. Il décrit ce genre de phénomène dans la recherche. Et il compare l'écriture et le génie naissant de Bergotte, du jeune Bergotte, au mouvement d'un avion. Dans une lettre, il va comparer Baudelaire aux frères Wright, deux aviateurs. Mais surtout, il va évoquer les 1000 ailes des anges qui font 1000 tours à la minute. À propos des anges de Giotto, qui sont comme des petits aviateurs et qui sont d'une certaine manière la grâce efficace en action. Voilà ce qu'écrit Proust. Et comme ce sont des créatures réelles et effectivement volantes, il parle des anges de Giotto, on les voit s'élevant, décrivant des courbes, mettant la plus grande aisance à exécuter des loopings, fondant vers le sol la tête en bas à grand renfort d'ailes, qui leur permettent de se maintenir dans des positions contraires aux lois de la pesanteur. Voilà, le double mouvement, voilà comment il s'élabore très schématiquement chez Proust. Alors évidemment, le Ritz, le palace, c'est la scène dans la coulisse de laquelle le trafic sodomite a lieu. Mais c'est aussi, pour Proust, un merveilleux aquarium ou vivarium dans lequel il peut voir évoluer les personnages du grand monde. Et dans lequel il peut observer sur le vif, sur le motif, comme a dit un jour Picasso en amenant sa Barthès à un dîner mondain où Proust était. Il voit Proust en train de fixer intensément un personnage, et Picasso a ce mot merveilleux à sa Barthès, il dit « Regarde-le, c'est Marcel Proust, il est sur le motif. » Voilà. Donc, la manière qu'a Proust d'être sur le motif et de capter le ridicule ou un tic de langage ou de geste, une gestuelle, un profil, une manie, une manière, dans le grand monde, dans les salons du Faubourg Saint-Germain, tout cela est concentré dans ce vivarium qu'est devenu le Ritz à l'époque où il le fréquente. On a plus que 3 minutes sur le Ritz ? Sur le Ritz, en fait, sur la cassette. le palace de Mainville, j'ai dit, hein. Voilà, ça c'est bon. Ouais. Franchement, bord de Seine, ça sera pour les bords de Seine. Franchement, alors, je vais lire quelques... Alors, pour les lectures, on va peut-être faire des lectures. C'est bon ? Voilà ce que j'écris dans le Sexe de Proust, pour évoquer la grande découverte de Proust, qui est que l'homosexualité, finalement, est une norme absolue, mais une norme souterraine. L'homosexualité ne s'organise donc pas comme une marginalité, elle s'est élaborée en une véritable société transversale, une franc-maçonnerie, écrit Proust,
dans le passage au début de Sodome et Gomorrhe, consacré à la race maudite des invertis, et qui est un véritable petit traité sur l'inversion. Une franc-maçonnerie, donc, écrit Proust, qui repose, c'est toujours Proust qui parle, sur une identité de goût, de besoin, d'habitude, de danger, d'apprentissage, de savoir, de trafic, de glossaire. Une société, donc, à la fois secrète et efficace, translucide et omniprésente, en un mot, la vraie société en soi. Et Proust dit, ces êtres d'exception que l'on plaint sont une foule. Il va donc à l'encontre du lieu commun, selon lequel, lieu commun que semblait annoncer la comparaison qui débute son étude sur les invertis, où il compare la race maudite des invertis avec la race maudite, entre guillemets, des juifs. Il réfute donc le lieu commun selon lequel l'homosexualité serait minoritaire et une minorité persécutée. C'est par cette raison qu'elle est minoritaire et persécutée et mal vue en société, qu'elle aurait besoin d'être souterraine. Au contraire, Proust pense que c'est parce que l'homosexualité est la véritable norme, mais que c'est une norme qui ne doit pas se dire, tellement elle va de soi, d'une certaine manière, elle est tellement la norme qu'elle n'a même pas besoin de se montrer comme la norme. Ces êtres d'exception que l'on plaint sont une foule, dit Proust. Et cette communauté n'est pas du tout une communauté blâmable pour Proust. C'est la plus idéalement vertueuse qui soit. C'est elle, la communauté des invertis, donc, qui est la normale, l'égalitaire. Proust, à un moment, compare les différentes sphères homosexuelles à l'union des gauches et à la fédération socialiste. Ce qui est merveilleux de... C'est la caméra qui sonne ? Ah merde. Finition socialiste. Ah ouais, c'est con. On va reprendre. Je termine la... Ouais, je termine la... C'était bien, t'étais pas.